Plein de questions à vous poser, Didier Lambert. Donc, que réclament-ils ces grévistes de la faim? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne peut plus travailler, est-ce qu'il est indemnisé? Est-ce qu'on lui reconnaît un statut de victime? Actuellement, officiellement, c'est une pathologie qui n'existe pas. D'accord? Elle est niée, comme le problème d'aluminium est nié par l'Agence du médicament. Il est nié, mais il y a quand même des avancées, notamment sur les déodorants. Aujourd'hui, on conseille, il y a des déodorants sans sel d'aluminium. Mais absolument, ça fait partie des choses qui sont assez incompréhensibles. Ce sont les mêmes sels d'aluminium dans ces déodorants et dans les vaccins. Dans les déodorants, l'Agence du médicament dit qu'il ne faut pas les utiliser sur une peau lésée. Il n'y a même pas de possibilité de dire un dosage. Il ne faut pas les utiliser parce qu'elles traversent la peau et que ça peut provoquer pour les personnes qui se rasent sous les aisselles. Alors, si on l'injecte au cœur de l'organisme, on peut penser que ça peut poser quand même quelques problèmes. Alors, juste pour revenir sur votre question de la reconnaissance du statut des victimes. De grosses difficultés, en particulier parce que l'ANSM, le 5 mai 2004... On va rappeler l'ANSM. Alors, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. La SAP, savant, qui change régulièrement de nom, mais pas tellement de pratique, en fait. Donc, il y a eu un avis du 5 mai 2004 qui a été qualifié par Gérard Bapt, qui était à cette époque-là président... Député PS. Député PS et président de la mission d'information sur le Mediator, qui a été qualifié de pourri de conflit d'intérêts. C'est pas nous qui le disons. Enfin, nous, on avait fait un dossier. C'est lui qui le dit comme ça. Et depuis cette date, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de financement pour la recherche, c'est le blackout total. Donc vous vous sentez, pour résumer, M. Lambert, vous vous sentez isolé, pas reconnu, victime anonyme. Dans votre coin, on ne s'occupe pas de vous, quoi. Voilà. Votre maladie n'est pas reconnue, on ne s'occupe pas de vous. La justice commence à intervenir de manière forte. Parce qu'il y a eu un avis du Conseil d'État récemment. Une décision de Conseil d'État. Une décision qui reconnaît le lien d'une personne qui a été vaccinée dans le cadre de son travail et qui a développé, on a reconnu. Mais excusez-moi, la grève de la faim, ce n'est pas pour nous que nous la faisons, parce que l'aluminium, il est dans notre cerveau. Bon, si on peut avoir une amélioration de la reconnaissance, parce que certains vivent avec 450 € par mois, il faut le savoir, quoi. Par cette non-reconnaissance de leur médicament. Ce que vous voulez, en fait, c'est qu'on supprime l'aluminium. Et est-ce qu'on pourrait le remplacer par du... Non, pardon, c'est pas ça. Non, nous n'avons jamais dit qu'on voulait supprimer l'aluminium des vaccins. On veut que la recherche soit financée, la recherche menée par l'INSERM à Mondor, parce que c'est l'équipe la plus performante au monde, et on veut que les personnes qui veulent se faire vacciner, en particulier pour les vaccins obligatoires, pour les enfants, puissent avoir un vaccin sans aluminium. Il existait jusqu'en juin 2008. Monsieur Hollande et Madame Touraine s'y sont engagés. La ministre de la Santé. Voilà. Donc nous, on demande le respect de l'engagement, c'est tout. On sait très bien que si on demandait la sortie de l'aluminium de tous les vaccins aujourd'hui et maintenant, c'est pas possible. D'accord. On ne peut pas remplacer, Didier Lambert, par du phosphate de calcium. Apparemment, on dit que ce serait moins dangereux, c'est ça, hein. L'Institut Pasteur l'a fait pendant 12 ans, entre 1972, non pas 14 ans, entre 1972 et 1986. Alors, une question qu'on posera tout à l'heure. Pourquoi, si c'est apparemment beaucoup plus sain et moins nocif, pourquoi est-ce qu'on ne le remplace pas? Est-ce qu'il y a derrière des lobbies? Il y a une efficacité, il y a sûrement du marketing derrière, évidemment. Et il est aussi efficace que l'hydroxyde d'aluminium, ça a été prouvé à l'époque. Même les Anglais qui avaient mis au point l'hydroxyde d'aluminium reconnaissaient ce fait. Alors, nous avons au téléphone Oriane de Vire. Vous avez 23 ans. Bonjour, Oriane. Bonjour. Expliquez-nous ce qui vous est arrivé en quelques mots. Alors, d'abord, je voudrais juste vous remercier, France 2, de parler de notre problème. Moi-même, je suis atteinte d'une myofasciite à macrophage. Vous êtes jeune, à 23 ans. Oui. Ça fait... donc, mes premiers symptômes sont apparus en 2008, donc j'avais 18 ans. Suite à une vaccination? Suite à une vaccination contre le papillomavirus, donc contre le cancer du col de l'utérus. Oui. J'étais à cette époque-là en première année de médecine. Et le diagnostic n'a été posé qu'en 2011, donc l'année dernière, après 3 ans d'errance médicale. Pourtant, mes parents sont dans le milieu de la santé. Cette maladie, donc comme l'a dit Didier Lambert, se manifeste par des douleurs très intenses, 24 heures sur 24. Une fatigue écrasante, empêchant toute vie quotidienne, c'est-à-dire conduire, lire, cuisiner, sortir avec les amis, ainsi que des troubles cognitifs, donc troubles de l'attention et de la concentration évidemment majorés par la fatigue. Et donc, concrètement, vous avez dû arrêter vos études de médecine? Voilà, concrètement, j'ai arrêté mes études, j'ai dû revoir mes objectifs à la baisse. Je suis en ce moment revenue vivre chez mes parents pour suivre des cours par correspondance, en essayant d'avoir un diplôme. J'ai été coupée dans mon élan vers l'autonomie. Cette maladie est très dure à vivre pour tous car elle ne se voit pas, d'où la difficulté pour la famille et les amis à comprendre ce que l'on vit. Et vous avez le sentiment, Oriane, que vous vous heurtez à un mur? Est-ce que c'est le pot de fer contre le pot de terre? Oui, c'est ça. C'est ça, et surtout, le fait d'être jeune malade, ça pose beaucoup de problèmes. Je sais que pour moi, une vie de couple et de famille sera compliquée.
les conjoints ayant du mal à accepter ce que l'on était et ce que l'on est devenu. Mon avenir est incertain et nous tous, nous sommes confrontés à l'isolement social ainsi qu'à la suspicion du monde médical. Je ne suis pas un cas isolé, beaucoup de jeunes sont touchés. C'est un problème qui perdure et qui continuera si rien n'est entrepris dès maintenant. Et évidemment, je souhaite une sécurité vaccinale pour tous et pour nos futurs enfants. Écoutez, témoignage poignant, le témoignage sera passé, Oriane. On vous souhaite beaucoup de courage. Bonne journée. Beaucoup. On va prendre au téléphone Romain Gérardi, neuropathologiste à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Docteur, bonjour. 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 Donc vous êtes médecin et vous confirmez le lien entre l'aluminium dans les vaccins et la survenance de cette maladie, notamment... Myofasciite à macrophage. Voilà, myofasciite à macrophage. Oh, le lien entre la lésion histologique qu'on trouve à la biopsie musculaire et le vaccin, personne ne le remet plus en cause. Le lien est direct et certain. Et maintenant, il est absolument certain que la myofasciite à macrophage est le témoin de la biopersistance de cet adjuvant, au moins chez certains individus, pendant de très nombreuses années. Et déjà, l'évidence qu'un composé vaccinal puisse persister aussi longtemps dans le système immunitaire des patients vaccinés est en soi un énorme problème. Il y a un deuxième niveau de difficulté, c'est est-ce que cet aluminium qui persiste, est-ce qu'il reste localisé au site d'injection ou est-ce qu'il va diffuser à distance et notamment au niveau du cerveau? Et donc les résultats que nous avons obtenus et qui sont ceux qui me paraissent devoir faire bouger l'ANSM, c'est qu'on a démontré de façon la plus claire que les particules d'aluminium, parce que cet aluminium est particulaire, sont capturées par les cellules de l'immunité et ensuite sont transportées dans l'organisme à l'intérieur de ces cellules de l'immunité, comme c'est connu par exemple pour des particules infectieuses, et que certaines particules sont capables de rentrer à l'intérieur des cellules dans le cerveau. Ouais, alors... Et donc là, on n'est plus du tout, ça rigole plus, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où on a à la fois la démonstration de la biopersistance prolongée et le potentiel de pénétration à distance dans des organes extrêmement sensibles à l'hydroxyde d'aluminium, comme le cerveau. Je comprends. Pardon, docteur Gérardi, quand même, vous dirigez une unité de recherche à l'INSERM. Oui. Et vous n'avez pas obtenu les budgets nécessaires. Bien On a un peu le sentiment, docteur, qu'on vous empêche d'avancer dans vos recherches. C'est bizarre, quand même. D'autant que vous êtes un centre expert, vous avez... C'est un des éléments les plus scandaleux, c'est que l'ex-AFSAPS est au courant de cette sécurité des médicaments médicaments. Très longtemps, qu'elle nous a même proposé un cercle vertueux d'interaction entre eux et nous, en disant vous nous montrez tous vos résultats, on vous fait des critiques, vous reprenez vos expériences, et puis on vous refait des critiques jusqu'à ce qu'on soit entièrement d'accord sur tout ce que vous trouvez et tout ce que vous proposez de faire comme étude. Donc on a joué ce jeu pendant toute l'année 2010. À la fin, le directeur de l'AFSAPS de l'époque a estimé que le processus avait été mené à terme de façon satisfaisante et que les questions qui étaient posées étaient des questions importantes et nouvelles qui méritaient d'être financées. Donc, quelle n'a pas été notre surprise quand on a vu que l'ANSM a refusé le financement, professeur Gérardi, c'est l'AFSAPS elle-même qui l'avait proposé. Oui. Professeur Gérardi, une question concrète. Vous estimez 600 cas environ chez vous. Est-ce qu'on peut imaginer que certains patients soient plus facteurs de risque de développer ce type de maladie? En d'autres termes, c'est absolument certain. Donc ça veut dire qu'on pourrait leur proposer une alternative ou leur dire... Une proportion de patients sont malades, heureusement. Mais malheureusement, j'aimerais pointer quelque chose, c'est-à-dire qu'il existe très certainement des facteurs génétiques de susceptibilité. De susceptibilité, c'est ça. Voilà. Mais la question est que plus on va augmenter l'exposition générale de la population à un nombre sans cesse croissant de particules d'adjuvants, et moins les facteurs individuels de prédisposition vont jouer un rôle. Je m'explique. Pour conclure, pardon, docteur. Entre 0 et 18, entre la naissance et l'âge de 18 ans, si on respecte toutes les recommandations vaccinales, on reçoit 69 injections vaccinales. Il en existe actuellement 200 vaccins en développement. La question, tout est là. C'est-à-dire que si on dit il n'y a zéro risque, absolument jamais de risque, pourquoi pas donner 269 vaccins plutôt que 69 ? Vous
comprenez? Nous, on dit, c'est pas vrai, c'est pas zéro risque, il y a un risque qui est peut-être limité, mais qui existe. Et il faut absolument comprendre, donc financer la recherche clinique et la recherche fondamentale sur la question, pour comprendre exactement ce qui se passe, pour pouvoir limiter au maximum l'exposition à des doses exponentiellement croissantes de vaccination dans la population générale. Merci docteur Romain Gérardi, c'était très clair. Merci, vous êtes neuropathologiste à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Et alors, du